Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit, votre émission de lecture préférée sur notre chaîne. En tout cas, moi je suis ravie d'être avec vous une nouvelle fois pour une lecture ensemble et nous reprenons la lecture d'Aphrodite de Pierre Louys que je vous ai entamée dans de précédents voyages. Nous avons fait la connaissance des deux héros, Démétrios et Chrysis. Chrysis comparé à Aphrodite de par sa beauté. Il en est fou, elle lui demande 3 caprice, si je puis dire, 3 pièces à voler pour avoir son amour. Va-t-il accepter ce chantage? On le découvre tout de suite puisque nous commençons ensemble le livre second. N'hésitez pas, juste avant de commencer, à réagir, vous le savez, hashtag VBN. Chapitre 1er, les jardins de la déesse. Le temple d'Aphrodite Astarté s'élevait en dehors des portes de la ville, dans un parc immense, plein de fleurs et d'ombres, où l'eau du Nil, amenée par 7 aqueducs, entretenait en toute saison de prodigieuses verdures. Cette forêt fleurie au bord de la mer, ses ruisseaux profonds, ses lacs, ses prés sombres, avaient été créés dans le désert plus de 2 siècles auparavant par le premier des Ptolémées. Depuis, les sycomores plantés par ses ordres, étaient devenus gigantesques sous l'influence des eaux fécondes. Les pelouses avaient cru en prairies. Les bassins s'étaient élargis en étangs. La nature avait fait d'un parc une contrée. Les jardins étaient plus qu'une vallée, plus qu'un pays, plus qu'une patrie. Ils étaient un monde complet, fermé par des limites de pierre et régi par une déesse, âme et centre de cet univers. Tout autour s'élevait une terrasse annulaire longue de 80 stades et haute de 32 pieds. Ce n'était pas un mur, c'était une cité colossale, faite de 1400 maisons. Un nombre égal de prostituées habitaient cette ville sainte et résumaient dans ce lieu unique 70 peuples différents. Le plan des maisons sacrées était uniforme et tel. La porte de cuivre rouge, métal voué à la déesse, portait un phallos en guise de marteau, qui frappait un contre-heurtoir en relief, image du sexe féminin, et au-dessous était gravé le nom de la courtisane avec les initiales de la phrase usuelle en grec. De chaque côté de la porte s'ouvraient 2 chambres en forme de boutique, c'est-à-dire sans mur du côté des jardins. Celle de droite, dit chambre exposée, était le lieu où la courtisane, parée, siégeait sur une cathédrale haute à l'heure où les hommes arrivaient. Celle de gauche était à la disposition des amants qui désiraient passer la nuit en plein air sans cependant coucher dans l'herbe. La porte ouverte, un corridor, donnait accès dans une vaste cour dallée de marbre dont le milieu était occupé par un bassin de forme ovale. Un péristyle entourait d'ombre cette grande tache de lumière et protégeait par une zone de fraîcheur l'entrée des 7 chambres de la maison. Au fond s'élevait l'autel, qui était de granit rose. Toutes les femmes avaient apporté de leur pays une petite idole de la déesse, et posée sur l'autel domestique, elles l'adoraient dans leur langue, sans se comprendre jamais entre elles. Lakmi, Ashtoreth, Vénus, Ishtar, Freya, Milita, Cypris, tels étaient les noms de leur volupté divinisée. Quelques-unes la vénéraient sous une forme symbolique, un galet rouge, une pierre conique, un grand coquillage épineux. La plupart élevaient sur un socle de bois tendre une statuette grossière aux bras maigres, aux seins lourds, aux hanches excessives et qui désignait la main, son ventre frisé en delta. Elle couchait à ses pieds une branche de myrte, semait l'autel de feuilles de rose et brûlait un petit grain d'encens pour chaque vœu exaucé. Elle était confidente de toutes leurs peines, témoin de tous leurs travaux, cause supposée de tous leurs plaisirs. Et à leur mort, on la déposait dans le petit cercueil fragile comme gardienne de leur sépulture. Les plus belles parmi ces filles venaient des royaumes d'Asie.
Tous les ans, les vaisseaux qui portaient à Alexandrie les présents des tributaires ou des alliés débarquaient avec les ballots ou les outres, 100 vierges choisies par les prêtres pour le service du jardin secret. C'étaient des Mysiennes et des Juives, des Phrygiennes et des Crétoises, des filles d'Ecbatane et de Babylone, des bords du golfe des Perles et des rives religieuses du Gange. Les unes étaient blanches de peau, avec des visages de médailles et des poitrines inflexibles. D'autres, brunes comme la terre sous la pluie, portaient des anneaux d'or passés dans les narines et secouaient sur leurs épaules des chevelures courtes et sombres. Il en venait de plus loin encore. Des petits êtres, menus et lents, dont personne ne savait la langue et qui ressemblaient à des singes jaunes. Leurs yeux s'allongeaient vers les tempes, leurs cheveux noirs et droits se coiffaient bizarrement. Ces filles restaient toute leur vie timides comme des animaux perdus. Elles connaissaient les mouvements de l'amour, mais refusaient le baiser sur la bouche. Entre deux unions passagères, on les voyait jouer entre elles, assises sur leurs petits pieds et s'amuser puérilement. Dans une prairie solitaire, les filles blondes et roses des peuples du Nord vivaient en troupeaux, couchées sur les herbes. C'étaient des sarmates à triple tresse, aux jambes robustes, aux épaules carrées, qui se faisaient des couronnes avec des branches d'arbres et luttaient corps à corps pour se divertir. Des sitcamuses, mamelus vélus, qui ne s'accouplaient qu'en posture de bête, des teutones gigantesques qui terrifiaient les Égyptiens par leurs cheveux pâles comme ceux des vieillards et leur chair plus molle que celle des enfants, des Gauloises rousses comme des vaches et qui riaient sans raison, de jeunes Celtes aux yeux verts de mer qui ne sortaient jamais nus. Ailleurs, les Ibères aux seins bruns se réunissaient pendant le jour. Elles avaient des chevelures pesantes qu'elles coiffaient avec recherche et des ventres nerveux qu'elles n'épilaient point. Leur peau ferme, leur croupe forte étaient goûtées des Alexandrins. On les prenait comme danseuses aussi souvent que comme maîtresses. Sous l'ombre large des palmiers habitaient les filles d'Afrique, les Numides, voilées de blanc, les Carthaginoises vêtues de gaze noire, les négresses enveloppées de costumes multicolores. Elles étaient 1400. Quand une femme était entrée là, elle n'en sortait plus jamais, qu'au premier jour de sa vieillesse. Elle donnait au temps la moitié de son gain, et le reste devait lui suffire pour ses repas et pour ses parfums. Elles n'étaient pas des esclaves et chacune possédait vraiment une des maisons de la terrasse. Mais toutes n'étaient pas également aimées, et les plus heureuses souvent trouvaient à acheter des maisons voisines que leurs habitantes vendaient pour ne pas maigrir de faim. Celles-ci transportaient alors leurs statuettes obscènes dans le parc et cherchaient un hôtel fait d'une pierre plate dans un coin qu'elles ne quittaient plus. Les marchands pauvres savaient cela et s'adressaient plus volontiers à celles qui couchaient ainsi sur la mousse, près de leur sanctuaire, en plein vent. Mais parfois, cela même ne se présentait pas, et alors les pauvres filles unissaient leur misère, deux à deux, par des amitiés passionnées, qui devenaient des amours presque conjugales, ménages où l'on partageait tout, jusqu'à la dernière loque de laine, et où d'alternatives complaisances consolaient des longues chastetés. Celles qui n'avaient pas d'amis souffraient comme esclaves volontaires chez leurs camarades plus recherchés. Il était interdit que celles-ci eussent à leur service plus de 12 de ces pauvres filles, mais on citait 22 courtisanes qui atteignaient le maximum et s'étaient choisies parmi toutes ces races une domesticité bariolée. Au hasard des amants, si elles concevaient un fils, on l'élevait dans l'enceinte du temple à la contemplation de la forme parfaite et au service de sa divinité. Si elle accouchait d'une fille, l'enfant naissait pour la déesse. Le premier jour de sa vie, on célébrait son mariage symbolique avec le fils de Dionysos et l'hiérophante la déflorait lui-même avec un petit couteau d'or car la virginité déplaît à Aphrodite. Plus tard, elle entrait au didascalion,
grand monument école situé derrière le temple et où les petites filles apprenaient en 7 classes la théorie et la méthode de tous les arts érotiques. Le regard, l'étreinte, les mouvements du corps, les complications de la caresse, les procédés secrets de la morsure, du glottisme et du baiser. L'élève choisissait librement le jour de sa première expérience parce que le désir est un ordre de la déesse qu'il ne faut pas contrarier. On lui donnait ce jour-là l'une des maisons de la terrasse et quelques-unes de ses enfants qui n'étaient même pas nubiles comptaient parmi les plus infatigables et les plus souvent réclamés. L'intérieur du didascalion, les 7 classes, le petit théâtre et le péristyle de la cour étaient ornés de 92 fresques qui résumaient l'enseignement de l'amour. C'était l'œuvre de toute une vie d'homme. Cléo-Charès d'Alexandrie, fils naturel et disciple d'Apelle, les avait achevés en mourant. Récemment, la reine Bérénice, qui s'intéressait beaucoup à la célèbre école, y envoyait ses jeunes sœurs, avait commandé à Démétrios une série de groupes de marbre afin de compléter la décoration, mais un seul jusqu'alors avait été posé dans la classe enfantine. À la fin de chaque année, en présence de toutes les courtisanes réunies, un grand concours avait lieu, qui excitait dans cette foule des femmes une émulation extraordinaire, car les 12 prix décernés donnaient droit à la plus haute gloire qu'elles pussent rêver, l'entrée au cotillon. Ce dernier monument était enveloppé de tant de mystères qu'on en peut donner aujourd'hui une description détaillée. Nous savons seulement qu'il était compris dans le péridole et qu'il avait la forme d'un triangle dont la base était un temple de la déesse Kotito, au nom de qui s'accomplissaient d'effrayantes débauches inconnues. Les 2 autres côtés du monument se composaient de 18 maisons, 36 courtisanes habitaient là, si recherchaient des amants riches qu'elles ne se donnaient point à moins de 2 mines, c'étaient les Baptes d'Alexandrie. Une fois le mois à la pleine lune, elles se réunissaient dans l'enceinte close du temple, affolées par des boissons aphrodisiaques et saintes, des phallos canoniques. La plus ancienne des 36 devait prendre une dose mortelle du terrible filtre érotogène. La certitude de sa mort prompte lui faisait tenter sans effroi toutes les voluptés dangereuses devant lesquelles les vivantes reculent. Son corps de toutes parts écumant devenait le centre et le modèle de la tournoyante orgie, au milieu des hurlements longs, des cris, des larmes et des danses. Les autres femmes nues l'étreignaient, mouillaient à sa sueur leurs chevaux, se frottaient à sa peau brûlante et puisaient de nouvelles ardeurs dans le spasme ininterrompu de cette furieuse agonie. 3 ans, ces femmes vivaient ainsi. Et à la fin du 36e mois, telle était l'ivresse de leur faim. D'autres sanctuaires moins vénérés avaient été élevés par les femmes en l'honneur des autres. Il y avait même un autel consacré à l'Ouranienne qui recevait les chastes vœux des courtisanes sentimentales. Un autre, la Faustophrya, qui faisait oublier les amours malheureuses. Un autre, à la Chryseia, qui attirait les amants riches. Un autre à la Génétilis, qui protégeait les filles enceintes. Un autre à la Coliade, qui approuvait des passions grossières, car tout ce qui touchait à l'amour était piété pour la déesse. Mais les autels particuliers n'avaient d'efficace et de vertu qu'à l'égard des petits désirs. On les servait au jour le jour, leurs faveurs étaient quotidiennes et leur commerce familier. Les suppliantes exaucées déposaient sur eux de simples fleurs. Celles qui n'étaient pas contentes les souillaient de leurs excréments. Ils n'étaient ni consacrés, ni entretenus par les prêtres, et par conséquent, leur profanation était irrépréhensible. Tout autre était la discipline du temple, le grand temple de la grande déesse, le lieu le plus saint de toute l'Égypte, l'inviolable Astartéion,
était un édifice colossal de 336 pieds de longueur, élevé sur 17 marches au sommet des jardins. Ces portes d'or étaient gardées par 12 hiérodous l'hermaphrodite, symbole de 2 objets de l'amour et de 12 heures de la nuit. L'entrée n'était pas tournée vers l'Orient, mais dans la direction de Paphos, c'est-à-dire vers le nord-ouest. Jamais les rayons du soleil ne pénétraient directement dans le sanctuaire de la grande immortelle nocturne. 86 colonnes soutenaient l'architrave. Elles étaient teintes de pourpre jusqu'à mi-taille. Et toute la partie supérieure se dégageait de ses vêtements rouges avec une blancheur ineffable, comme des torses de femmes debout. Entre l'épistyle et le coronis, le long zoophore en ceinture déroulait son ornementation bestiale, érotique et fabuleuse. On y voyait des centauresses montées par des étalons, des chèvres bouquinées par des satyres maigres, des vierges saillies par des taureaux monstres, des naïades couvertes par des cerfs, des bacchantes aimées par des tigres, des lionnes saisies par des griffons. La grande multitude des êtres se ruait ainsi, soulevée par l'irrésistible passion divine. Le mâle se tendait, la femelle s'ouvrait, et dans la fusion des sources créatrices s'éveillait le premier frémissement de la vie. La foule des couples obscurs s'écartait parfois au hasard, autour d'une scène immortelle. Europe inclinée, supportant le bel animal olympien, Léda guidant le cygne robuste entre ses jeunes cuisses fléchies. Plus loin, l'insatiable sirène, épuisé Glaucos expirant. Le dieu Pan possédait debout une hamadryade échevelée. La sphinge levait sa croupe au niveau du cheval Pégase, et à l'extrémité de la frise, le sculpteur lui-même s'était figuré devant la déesse Aphrodite, modelant, d'après elle, dans la cire molle, les replis d'un stéis parfait, comme si tout son idéal de beauté, de joie et de vertu s'était réfugié dès longtemps dans cette fleur précieuse et fragile. C'est ainsi pour le chapitre 1er du livre 2. Rassurez-vous, je suis encore là pour vous lire le chapitre 2 dès notre prochain voyage. D'ici là, écoutez-moi, j'ai plusieurs choses à vous dire. Non, premièrement, vous pouvez évidemment voir et revoir les replays de cette émission sur le site d8.tv. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à me donner vos opinions sur l'émission, vos questions sur cette œuvre, ou si vous avez un autre coup de cœur, nous tâcherons de le lire ici sur le canapé de VBN. Pour cela, vous pouvez réagir avec le hashtag VBN sur les différents réseaux sociaux. Facebook, nous avons une page Voyage au bout de la nuit. Et puis sur Twitter, vous pouvez vous adresser à moi, @VicMontfort, et puis taper le hashtag VBN, comme ça je saurai quoi vous dire. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. N'hésitez pas à suivre mon blog Something About Victoria. Je vous souhaite une belle journée sur D8. Merci à l'équipe artistique de Voyage au bout de la nuit. Merci à vous pour votre fidélité sur l'émission. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite sur ce plateau.